chaque matin, on a des millions de personnes à moitié réveillées qui s'enferment dans des boîtes en métal. Ouais, souvent avec juste un café à la main. C'est ça. Et elles lancent ces boîtes à 60, 80 ou même 100 km/h. Ce qui est de la folie quand on y pense. Absolument. C'est littéralement parier sa vie sur le fait que des centaines de parfaits inconnus ont décidé de ne pas nous tuer aujourd'hui. C'est le plus grand acte de foi de notre quotidien, en fait. Mais carrément. Et le plus dingue, c'est qu'on fait ça en écoutant de la musique ou un livre audio, totalement en mode autopilote. On est complètement déconnecté de la réalité physique. Voilà. On ne réalise même plus le niveau de risque absolu que ça représente. C'est un déni collectif qui est vraiment fascinant. Parce que généralement, la confiance aveugle, on l'associe à des trucs extrêmes. Genre sauter en parachute ou, je sais pas, faire de l'escalade libre. Exactement. On ne l'associe pas du tout au simple fait de prendre la rocade pour aller au bureau le mardi matin. Bah non, c'est la routine, quoi. Sauf que, d'un point de vue purement statistique et physique, cette cohabitation sur la route, c'est une véritable anomalie psychologique. Et c'est exactement pour ça que notre exploration en profondeur d'aujourd'hui est hyper pertinente. On va se plonger dans un texte vraiment marquant. Ah oui, un texte très puissant. C'est le premier chapitre du livre Hargar se Exainik, écrit par Sayed Abdul Hakim. Le chapitre s'intitule « La route que nous partageons ». Tout à fait. Et ce qui est génial avec ce texte, c'est que c'est pas du tout un manuel de sécurité routière moralisateur. Non, il n'y a pas de leçon de morale ici. C'est ça. L'auteur ne cherche pas à n'en pointer du doigt. En fait, il utilise l'asphalte comme un microscope pour observer le comportement humain. La route devient un vrai laboratoire sociologique. Exactement. Le but de notre analyse détaillée aujourd'hui, c'est de comprendre pourquoi des personnes qui sont, par ailleurs, parfaitement rationnelles et sympas dans la vie, prennent soudainement des décisions potentiellement fatales une fois derrière un volant. Et l'approche de Hakim est brillante là-dessus. Il décortique ce qu'il appelle le contrat social invisible de la route. Le contrat social invisible, j'adore ce terme. C'est très juste, parce que dans n'importe quel autre domaine où notre survie est en jeu, on a un filet de sécurité institutionnel. Oui, il y a des règles, des vérifications. Voilà. Il y a un contrat signé, une certification, une vraie relation de confiance. Si on monte dans un avion, par exemple, on sait que le pilote a des milliers d'heures de vol. On l'espère en tout cas. C'est clair, mais sur la route, rien du tout. Deux personnes qui n'ont absolument rien en commun, qui partagent pas les mêmes valeurs, pas le même niveau de fatigue. Et qui ne se sont jamais croisés de leur vie. Exactement. Eh bien, ces deux personnes deviennent soudainement, pour quelques secondes, totalement responsables de l'intégrité physique de l'autre. C'est fou quand on le formule comme ça. Et c'est là que le texte frappe fort, avec des exemples de la vie de tous les jours. L'auteur parle notamment du péage. Ah oui, l'exemple du péage est parfait. C'est une situation tellement banale, quoi. L'infrastructure, elle est pensée avec un timing précis. En gros, 15 secondes par voiture. C'est censé être une mécanique bien huilée. Voilà. Mais soudain, t'as un conducteur qui arrive, qui se rend compte qu'il s'est planté de fil, et au lieu d'assumer son erreur, d'avancer, de faire un petit détour, Son ego ou son impatience prend le dessus. c'est ça. Il décide de reculer, en plein péage. Et là, la réaction en chaîne, elle est immédiate. Ah ben c'est instantané. En refusant cette petite contrainte personnelle de faire un détour, cet individu impose son choix au reste du monde. Il bloque les 3 véhicules derrière lui, Et l'effet boule de neige commence. complètement. Ce qui devait être une transaction de 15 secondes se transforme en 5 grosses minutes de paralysie pour tout un segment d'autoroute. C'est exactement ça. Et ce n'est plus juste un problème des circulations routières, en fait. Non, ça devient une vraie démonstration de psychologie comportementale. Comment l'intérêt privé écrase le bien commun en une fraction de seconde. Et c'est une dynamique qu'on tolère uniquement sur la route. C'est ça qui me fascine le plus. C'est vrai qu'on est hyper permissif avec la voiture. J'y repensais justement en préparant cette discussion. Si on transpose ce comportement, disons, dans une file d'attente à la boulangerie, Ah oui, la fameuse règle de la file d'attente. ou dans la salle d'attente d'un médecin, quelqu'un qui débarque, qui double tout le monde ou qui s'étale sur 3 chaises pour lui tout seul. Ça créerait un scandale immédiat. Les gens s'indigneraient. C'est super ennuyant que c'est un manque de savoir-vivre total. Mais sur la route, ce même niveau d'égoïsme n'est pas juste agaçant. Non, il détient littéralement un pouvoir de vie ou de mort. D'ailleurs, l'auteur donne cet autre exemple terrifiant de l'homme qui fait demi-tour au milieu d'une voie rapide. Oh, ce passage est glaçant, vraiment. Mais oui, le mec fait ça juste parce que c'est le chemin le plus court vers son village. Dans sa tête, c'est juste un calcul d'efficacité basique, quoi. Il gagne du temps.
Sauf qu'en s'appropriant la route comme ça, il force le conducteur qui arrive en face, un conducteur qui, lui, respectait toutes les règles, qui roulait à la bonne vitesse, à prendre une décision vitale en une fraction de seconde. Une décision qu'il n'aurait absolument jamais dû avoir à gérer. C'est la collision parfaite entre la logique individuelle et la tragédie collective. Et le pire là-dedans, c'est l'effet papillon. Hakim nous rappelle que pendant que ces deux véhicules s'évitent, ou même entrent en collision, Le chaos s'étend bien au-delà de ces deux personnes. exactement, quelques kilomètres plus loin, il y a une ambulance qui se retrouve coincée depuis 11 minutes à cause de l'embouteillage généré par ce petit arrangement avec les règles. 11 minutes, ça peut être la différence entre la vie et la mort. Et du coup, ça nous ramène à cette question fondamentale. Comment notre cerveau fait-il pour accepter ce niveau de risque sans paniquer en permanence? C'est la grande question. Je veux dire, si on est entouré d'inconnus imprévisibles comme ça tous les jours, on devrait être terrifié à chaque fois qu'on met la clé dans le contact, non? En fait, la clé de cette énigme se trouve dans la neurologie. Ah, vas-y, explique-nous ça. C'est la façon dont notre cerveau gère l'habituation. L'être humain, c'est une machine qui est conçue pour économiser de l'énergie cognitive. On est paresseux du cerveau, en gros. Un peu, oui. Quand une action répétée ne se solde pas par une mort imminente, notre amygdale, qui est notre centre d'alerte dans le cerveau, cesse tout simplement d'envoyer des signaux de peur. Donc, on s'habitue au danger. Exactement. Et le danger se cache très exactement dans ce qui ne nous fait plus peur. C'est hyper paradoxal. C'est pour ça que Hakim utilise l'image du van scolaire, pour nous forcer à regarder ce biais bien en face. Ah oui, ce passage sur le transport scolaire, c'est un vrai reality check. Il décrit ce petit van qui est prévu pour transporter 6 enfants à la base. Sauf qu'il y en a 12 à l'intérieur. C'est ça, le double. C'est le chaos absolu. Les gamins partagent les sièges, il y en a même un qui est carrément debout près de la porte coulissante, accroché à un appui-tête. Et le chauffeur, lui, s'en fiche complètement. Bah oui, il est déjà mentalement en train de calculer son timing pour sa prochaine course. Quand tu lis ça, en tant qu'observateur extérieur, tu vois direct une tragédie en devenir. C'est un désastre qui n'attend qu'un coup de frein brusque pour exploser. Complètement. Pourtant, l'observation cruciale du texte ici, c'est pas tant l'irresponsabilité du chauffeur. Ah non, C'est quoi alors? c'est la réaction des parents. Ah oui, c'est vrai. Ses parents, ils regardent ce van surchargé partir le matin et ils se sentent rassurés. Rassuré. Mais comment c'est possible? Pas parce que c'est objectivement sûr, bien sûr que non, mais parce que l'expérience passée a anesthésié leur jugement. Ah, je vois. Le van, il est bien arrivé lundi, mardi, mercredi et jeudi de la semaine dernière sans aucun problème. Donc ils se disent que le vendredi sera pareil. Voilà. L'absence d'accident est faussement interprétée comme une garantie de sécurité. C'est la définition même du biais de survie. Ok, mais là je vais faire un peu de pushback, Vas-y. parce que ça remet en question absolument tout ce qu'on nous apprend sur l'expérience et l'apprentissage en fait. C'est-à-dire? La logique voudrait que l'expérience fasse de nous de meilleurs conducteurs, non? Si je fais le même trajet tous les jours pour aller bosser, je finis par connaître chaque virage, chaque nid de poule, je développe une vraie mémoire musculaire. Bien sûr, ça semble logique. Techniquement, cette familiarité devrait être un atout de sécurité majeur, surtout par rapport à quelqu'un qui découvre la zone. Pourquoi l'auteur considère-t-il cette routine comme une illusion mortelle? C'est vrai que c'est un paradoxe très troublant, mais Hakim le déconstruit brillamment. Le problème, c'est que la familialité ne remplace pas l'attention par une meilleure attention. Elle la remplace par quoi alors? Elle remplace l'attention par la mémoire. Oh! Waouh! Ouais, c'est un processus neurologique où le cerveau arrête littéralement de traiter les nouvelles informations visuelles. Parce qu'il pense déjà savoir ce qu'il y a devant. Exactement. Quand un conducteur connaît une route par cœur, il n'élit plus la route telle qu'elle est aujourd'hui, avec ses nouvelles variables ou ses nouveaux dangers. Il navigue sur la route telle qu'elle était hier. Donc, on conduit littéralement dans le passé. C'est exactement ça. C'est un truc de fou d'y penser comme ça. Et c'est ce qui rend l'exemple de la pierre sur la chaussée si percutant dans son livre. Oui, cet exemple est très parlant. L'auteur explique que si on a l'habitude de croiser une grosse pierre ou un gros trou sur notre trajet quotidien depuis des mois, Notre corps va développer un réflexe conditionné. voilà, on va freiner brusquement ou donner un gros coup de volant de manière totalement automatique sans même vérifier nos rétroviseurs. Et c'est précisément là que notre prétendue expertise locale devient un danger public absolu. Parce qu'on surprend tout le monde autour de nous. Exactement. Le conducteur qui est juste derrière, qui est peut-être juste de passage, il ne possède pas cette cartographie mentale privée de la route. Lui, il voit juste une route dégagée. Voilà, il est pris totalement au dépourvu, il n'a aucune raison d'anticiper un freinage aussi violent sans raison apparente. Donc en voulant éviter une pierre qu'on connaît, on provoque un carambolage. C'est ça. En croyant se protéger
danger d'un danger connu, le premier conducteur vient de créer une situation d'urgence mortelle pour un inconnu. C'est fascinant. Le texte montre vraiment bien comment notre propre mémoire devient une arme quand elle nous isole du flux présent de la circulation. Complètement. Et cette déconnexion, elle est d'autant plus grave que la route, c'est pas un circuit de Formule 1 hyper aseptisé, quoi. Ah non, et c'est tout le contraire. C'est un environnement vivant, instable. Et ça nous amène à cette troisième grande dynamique que Hakim explore, le choc frontal entre nos habitudes aveugles et le chaos de l'infrastructure urbaine. L'écosystème routier, c'est souvent une absurdité fonctionnelle, il faut bien le dire. Grave. Le chapitre dresse un tableau presque comique. Enfin, comique si c'était pas aussi dangereux. La scène avec tous les différents usagers, oui. C'est ça, sur un même bout de bitume, il décrit un camion de marchandises de plusieurs tonnes. Qui a une inertie énorme. Ouais. À côté de lui, un petit deux roues qui se faufile. Ensuite, t'as un pouce-pouce super lent, un gars qui tire une charrette à la main. Sans oublier les piétons. Oui. Des écoliers qui sont obligés de marcher sur la chaussée parce qu'il n'y a pas de trottoir. Et une femme hyper pressée qui a attendu 4 minutes et qui décide soudainement de forcer le passage. Tous ces individus évoluent dans le même espace physique restreint, C'est un mixeur géant. mais dans des réalités temporelles et psychologiques complètement différentes. J'adore imaginer ça comme une espèce de silent disco géante qui aurait très mal tourné. Une silent disco. C'est une bonne image, ça. Bah oui, c'est comme essayer de faire valser ensemble des gens qui ont tous des écouteurs sur les oreilles et qui écoutent des musiques avec des tempos totalement opposés. C'est exactement l'idée. Le camionneur, il est sur un rythme lent et lourd. Le scooter, il écoute de la techno ultra rapide. La femme pressée, elle est sur un rythme super saccadé. Et ils doivent tous s'éviter sans jamais pouvoir se parler. Et le pire là-dedans, c'est que la législation essaye de plaquer des règles théoriques sur tout ce bazar. On a des panneaux de limitation de vitesse ou des lignes blanches qui affichent des règles que la morphologie même de la route ne peut absolument pas absorber. Et là, on touche du doigt le grand divorce entre la loi écrite et la réalité humaine. Ce décalage est effarant. L'argument de Hakim ici est universel. Qu'on roule dans les rues totalement saturées de manilles, dans les énormes embouteillages de Lagos ou sur un périphérique européen bien goudronné. Le problème reste le même. Exactement. La loi, le panneau de signalisation, au final, c'est juste une abstraction. Une suggestion, presque. C'est ça. Sur le terrain, l'enjeu n'est jamais de savoir si la règle est claire. L'enjeu, c'est de savoir si les inconnus qui nous entourent vont faire ce que la survie exige d'eux à la fraction de seconde où cela compte. Ouais, parce que la route, elle s'en fout de la loi. La route se fiche éperdument de la législation locale ou des grandes politiques d'urbanisme. Elle ne répond qu'à des lois inflexibles. La physique, la vitesse, la masse et l'inertie. Faut avouer que c'est super inconfortable à lire, franchement. Ah, ça bouscule, c'est sûr. Ça nous force à regarder notre propre comportement en face. La façon dont on interagit avec les autres usagers dans ce chaos, ça en dit long sur nous-mêmes. C'est peut-être l'aspect le plus profond du livre, effectivement. Le chapitre soutient que la route nous dépouille de nos masques sociaux. La route devient carrément le miroir de notre véritable intégrité. Absolument. L'auteur conceptualise le pare-brise de manière très intéressante. Il ne le voit pas seulement comme une protection physique contre le vent ou la pluie, Mais comme un bouclier d'anonymat, ouais. c'est ça. Il utilise une expression très forte. À grande vitesse et isolé dans son habitacle, l'individu devient visible par tous, mais responsable devant personne. Visible par tous, mais responsable devant personne, c'est tellement vrai. Il n'y a plus aucune conséquence sociale immédiate à nos actes. On perd totalement cette pression sociale qui nous pousse à être polis en public. C'est ce fameux manque d'accountability, comme on dit beaucoup dans le monde du travail aujourd'hui. Oui, on n'a plus de compte à rendre à personne. Et si on y réfléchit bien, au bureau, dans un supermarché ou à un dîner, on est toujours poli. On retient la porte pour la personne derrière, on s'excuse si on bouscule quelqu'un dans le rayon. On est en pleine performance sociale permanente. Exactement. Mais on prend cette même personne polie, on la met dans son petit safe space climatisé avec sa propre musique. Et d'un coup, c'est le Dr Jekyll et Mr Hyde. C'est une toute autre histoire. Elle se met à klaxonner comme une dingue pour une seconde de repas au feu vert. Où elle brûle un feu orange bien mûr juste parce qu'elle a 3 minutes de retard. Et elle s'autorise à lire un SMS en conduisant. Et Hakim explique bien que ce ne sont pas des anomalies ou des exceptions. Non, c'est l'inverse. C'est notre véritable nature qui s'exprime quand on se croit enfin à l'abri du jugement en nos pairs. C'est terrifiant. Cet isolement physique crée une espèce d'illusion de bulle privée. Et c'est l'une des erreurs cognitives les plus dangereuses que ce chapitre met en lumière. C'est-à-dire
Eh bien, on souffre de cette croyance complètement absurde que le risque créé par une décision privée reste circonscrit à la personne qui a pris cette décision. Ah, je vois. Genre, c'est mon problème si je fais une bêtise. Exactement. Le conducteur qui baisse les yeux 2 secondes pour checker son téléphone se dit implicitement « c'est mon trajet, c'est ma voiture, j'assume le risque pour moi-même ». Sauf que le risque ne reste pas gentiment confiné dans la voiture. Il voyage. Un écran à 50 km/h, elle transfère la menace directe sur le piéton qui est en train de traverser ou sur l'enfant à vélo sur le bas-côté. Ou sur le pauvre conducteur qui arrive en face. L'habitacle de la voiture cesse d'être un espace intime et douillet pour se transformer de fait en une arme létale publique. C'est ça, on distribue des conséquences potentiellement mortelles sans jamais avoir demandé le moindre consentement à ceux qui nous entourent. C'est un transfert de risque qui est complètement immoral quand on s'y arrête 2 secondes. Et c'est la thèse centrale de tout ce premier chapitre. L'anonymat de la route agit comme le test de personnalité ultime pour l'être humain. Le révélateur de notre vraie nature. Les micro-décisions qu'on prend à l'approche d'un carrefour, la patience qu'on accorde ou non à un piéton un peu lent, notre respect des distances de sécurité. Quand personne de notre entourage n'est là pour nous juger. Voilà. Tout cela définit notre véritable caractère. Parce que la route, elle, n'enregistre pas nos excuses. Mais elle s'en fiche. Qu'on soit en retard pour une réunion importante ou qu'on soit stressé. Elle n'enregistre que la conséquence matérielle et physique de nos actes. C'est vraiment un changement de perspective total. C'est un vrai game changer dans notre façon d'appréhender le trajet quotidien. Ça bouscule pas mal d'idées reçues. Bah oui, si on résume la profondeur de ce qu'on vient d'explorer avec le texte de Hakim, on pensait tous que la route, c'était juste une infrastructure neutre. Un simple couloir de transit fonctionnel pour aller d'un point A à un point B. En réalité, ce premier chapitre nous prouve que c'est un réseau ultra complexe de vie interconnectée par un fil de soie hyper fragile. Et c'est le seul endroit où notre propre routine, notre familiarité rassurante se retourne contre nous pour devenir notre pire ennemi. C'est aussi l'espace où notre petit vernis social finit par craquer pour révéler notre niveau réel d'empathie envers le reste de l'humanité. C'est exactement l'objectif de l'auteur ici. Réveiller nos consciences qui sont complètement endormies par la répétition. Il faut qu'on réussisse à voir au-delà de la tôle et du verre teinté des pare-brises. Il faut redonner leur humanité aux objets roulants qui nous entourent. Il y a cette idée poignante qui sous-tend tout le chapitre d'ailleurs. Oui, Chaque personne présente sur cette route, qu'elle soit super vulnérable à pied ou protégée dans un énorme SUV, n'essaye pas simplement de se rendre quelque part. elle essaye avant tout de retourner auprès de quelqu'un. Exactement, retourner auprès de quelqu'un. C'est magnifique. Essayer de retourner auprès de quelqu'un. C'est vraiment une pensée extrêmement puissante à garder en tête juste avant de démarrer le moteur. C'est la chose à retenir, je crois. Et pour refermer cette analyse détaillée, il y a une réflexion tirée de cette lecture qui mérite de résonner longtemps pour nous tous. Je t'écoute. Au tout début de la conversation, on parlait de cette confiance aveugle, souvent terrifiante, qu'on est obligé d'accorder aux inconnus sur la route. Oui, ce fameux acte de foi quotidien. Eh bien, la prochaine fois que l'on s'installe derrière un volant, la prochaine fois qu'on ferme la portière de ce petit cocon de métal, il faut se poser cette question vertigineuse. Laquelle? Si la survie et la sécurité des personnes que l'on aime le plus au monde dépendaient directement de la façon dont le parfait inconnu dans la voiture d'à côté est en train de conduire à la seconde précise, se sentirait-on en sécurité? Ah oui, c'est une sacrée question. Et surtout, si on retourne la question vers nous-mêmes, est-on vraiment, à chaque trajet qu'on fait, ce conducteur rassurant qui protège les proches des autres?